Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette deuxième conférence de notre première journée du Paris-Saclay Summit. Alors on va prendre un bon bol d'air marin. L'océan, et vous le savez sans doute, produit 50% de nos besoins en oxygène. Il absorbe 25% de toutes les émissions de dioxyde de carbone. Donc autant dire que c'est le poumon de la planète et que c'est un tampon certainement vital contre les effets du changement climatique. Alors petit paradoxe, puisqu'on va demander à l'océan de fournir de l'énergie, mais en même temps de continuer à absorber notre CO2. Mais bon, comme vous êtes tous deux scientifiques, vous aimez résoudre des équations. Je suis ravie d'accueillir Estelle Iacona. Bonjour. 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 Bonjour, vous êtes ingénieure et directrice générale de l'ENSTA. Et Jean-Marc Daniel, bonjour. Vous êtes directeur général délégué en charge de la stratégie à l'Ifremer. Alors, on va d'abord plonger sur ce titre, on évoque ce verbe qui est le verbe dompter. Ça présuppose quasiment qu'il y a quelque chose de sauvage, bon ça on s'en doute, hein, l'océan l'est quand même un peu, mais est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux dire qu'il faut s'adapter à cet univers peut-être encore un peu méconnu qu'est l'océan? Je vous pose la question à tous les deux. Alors moi, quand on parle de dompter, mon premier réflexe a été de dire en tant que scientifique et directrice d'une école d'ingénieurs dans laquelle donc, on forme des jeunes scientifiques et on fait de la recherche, c'est comprendre. C'est aller au plus profond de la compréhension de l'océan au sens large et des interactions entre les activités humaines et l'océan. Alors l'aspect sauvage, c'est dans les aspects, on dirait, milieu hostile. Ça fait partie aussi des choses sur lesquelles on travaille. Les problématiques de l'ingénierie en milieu hostile, il y a plusieurs milieux hostiles, mais l'océan en est un. D'accord, donc vous plébiscitez la compréhension. Il en va de même pour vous, Jean-Marc ? Oui, moi je compléterai un petit peu. C'est vrai que dompter, la première fois où j'ai entendu le titre, je me suis dit, mais ça n'existe pas. Dompter une vague de 20 mètres dans le chenal du four, c'est pas possible. C'est mission impossible. Mais par contre, dans dompter, il y a aussi, ça m'a fait penser à tout ce qu'on fait avec des chevaux, les mettre à notre service, travailler avec eux. Il y a aussi donc la compréhension, mais il y a aussi en prendre soin. Et je pense que c'est aussi une façon de se connecter à l'océan pour en prendre soin. Et pour pas faire que de la production d'énergie, mais on verra peut-être, on aura l'occasion de discuter de tout ce qu'on peut faire associé à ces parcs éoliens. Donc vous parlez de connexion, c'est intéressant, il y a presque une conquête aujourd'hui, on dirait, de l'océan, comme en son temps on parlait de conquête spatiale, mais on parle quasiment de maritimisation, de la transition énergétique. Est-ce que ça, c'est un terme qui vous parle ? Alors les aspects, déjà le maritime, en général, les personnes à qui on s'adresse ne savent pas que l'école, l'ENSTA, est très liée au maritime, puisqu'en fait son historique, c'est une école qui a été créée en 1741, a été créée, une de ses racines, c'est l'école des vaisseaux royaux. Donc le maritime et le monde militaire, c'est une des racines de l'école. Et donc beaucoup d'applications, à la fois, on parle d'énergie, d'environnement et de problématiques climatiques, mais aussi l'école s'intéresse aux questions de connaissance des fonds marins. Donc là, on a de l'exploration. Vous parliez du lien avec vous faisiez le lien avec l'espace, l'exploration des fonds marins pour mieux connaître, mieux comprendre ce qui se passe dans l'océan, mais pour aussi permettre le lien avec le militaire, permettre aux sous-marins de savoir où il se positionne, où il doit se cacher, où il doit être discret et comment il peut être mobile dans cet environnement extrêmement hostile, justement. On va revenir justement sur la dualité de cette formation entre le civil et le militaire, mais si on parle de maritimisation de la transition énergétique, en tout cas, on tombe juste pour l'instant. Oui, tout à fait. Mais d'une manière générale, nos sociétés sont quand même très tournées vers les aspects maritimes depuis longtemps. Toutes les grandes civilisations ont été maritimes. Aujourd'hui, en termes de communication, les communications, c'est d'abord du maritime, que ce soit les câbles sous-marins, que ce soit les navires. Et maintenant, c'est vrai qu'on fait rentrer des questions de transition énergétique. Alors, je pense qu'il ne faut pas non plus essayer de surjouer ça. C'est une contribution à un mixte global, ça c'est important. Mais en termes d'ordre de grandeur, on a quand même des enjeux de sobriété à traiter avant de développer toutes ces choses-là. Des enjeux de taille, mais avec de la sobriété. Alors, on va plonger justement dans ces énergies marines renouvelables. C'est amusant parce que ce matin, on a une table ronde qui annonçait la défiance un peu des Français vis-à-vis de la science. Et il semblerait que, si on regarde, en tout cas nos voisins européens, aussi bien l'Allemagne que le Danemark, bon, au Royaume-Uni, c'est plus vraiment un voisin européen, mais quand même, il y a une forme de défiance, en fait, alors qu'on a quand même 11 millions de kilomètres carrés de zones maritimes. Comment, Estelle, d'après vous, vous expliquez cette défiance française ?
Alors, les aspects scientifiques, là, tout à l'heure je parlais de compréhension, on va toujours plus en profondeur dans la compréhension scientifique, donc ça devient de plus en plus complexe. Les interactions entre différentes disciplines, on parle de l'éolien, donc quand on doit concevoir et produire et maintenir et exploiter une éolienne, il y a des questions de mécanique des fluides, des questions de mécanique, des questions d'intelligence artificielle, de matériaux. Donc il y a une multitude de disciplines à comprendre de manière extrêmement fine. Et quand on veut expliquer en 3 phrases les enjeux de ces problématiques scientifiques, en 3 phrases, en fait, on n'y arrive pas. C'est compliqué à vulgariser. Voilà, il faut. Alors ça fait partie du travail aussi des chercheurs et des ingénieurs, c'est de vulgariser, mais peut-être pas vulgariser pour simplifier, mais surtout pour permettre aux citoyens de comprendre les enjeux. Là, on parle d'enjeux scientifiques et techniques, mais évidemment liés à des enjeux climatiques, environnementaux, de coûts, d'acceptabilité sociale, finalement de compréhension de la géopolitique aussi. Hein. Si on veut développer l'éolien en mer sur les côtes françaises, c'est aussi pour contribuer à être plus indépendant d'un point de vue de la production d'énergie. Donc pour moi, en tant qu'établissement, en tout cas d'enseignement supérieur et de recherche, on a une responsabilité pour permettre aux citoyens d'être plus éclairés et de se faire ensuite sa propre idée avec l'éclairage scientifique et académique qu'on peut lui donner, et donc de faire en sorte que les citoyens soient le moins défiants possible, parce que qui dit défiance dit plus d'intérêt pour essayer de comprendre ces aspects scientifiques. Alors pour moi, la science, c'est ce qui va nous permettre, en tout cas, de contribuer à développer une société plus sûre et plus durable. Donc il faut que l'ensemble des publics, spécialistes ou pas, puissent contribuer à cette réflexion-là. Pour moi, c'est assez fondamental. Donc ça passe par davantage de pédagogie, en tout cas auprès du grand public. Et en ce qui concerne vos élèves, comment vous les préparez aux défis spécifiques qui sont inhérents à ces énergies marines renouvelables ? Plus spécifiquement sur les énergies pour vos élèves renouvelables. Alors, donc dans une formation de 3 ans, les formations d'ingénieurs sont des formations de 3 ans après 2 ans de classe préparatoire ou de préparation à l'université pour intégrer l'école. Donc en 3 ans, on développe à la fois des activités de formation qui leur permettent d'aller plus loin dans la compréhension des disciplines fondamentales, mathématiques, physique, informatique, intelligence artificielle. Et puis au fur et à mesure des années, ils vont se spécialiser sur de la robotique, sur de l'architecture navale ou sur des questions d'énergie dans lesquelles on va leur apprendre à prendre en compte l'ensemble des problématiques d'énergie, des ressources, jusqu'à la production et jusqu'à la distribution et l'utilisation. Donc c'est aussi toute la chaîne énergétique pour avoir en tête la complexité, le système complexe qui permet à un pays, l'Union européenne, d'être plus performant et plus indépendant sur ces questions-là. Donc système complexe et en même temps un peu connu maintenant, celui de l'éolien flottant. Mais il n'y a pas que l'éolien flottant, alors on va en parler quand même bien évidemment, mais il y a aussi l'hydrolien et l'houlomoteur, les vagues justement. Alors est-ce que ça c'est déjà bien développé, rentable? Peut-être pas encore, Jean-Marc? Aujourd'hui, quand on fait des bilans énergétiques de l'énergie disponible en mer, ces bilans-là, ils sont quand même extrêmement dominés parce qu'on peut récupérer du vent. Mais dans certains endroits, en particulier des systèmes insulaires ou des endroits très particuliers, on peut imaginer que des systèmes houlomoteurs ou des systèmes hydroliens puissent contribuer, encore une fois, à un mix énergétique décarboné. Mais il est certain qu'aujourd'hui, quand vous regardez le parc du Raz-Blanchard, qui est un des sites les plus énergétiques en France, c'est un petit parc éolien. Et il y en a un comme ça. Donc en fait, on voit bien qu'en termes de volume d'énergie disponible, ça ne sera pas à l'échelle. Par contre, dans un certain nombre de cas, moi j'ai beaucoup travaillé en Polynésie, il y a un certain nombre de cas où c'est des systèmes d'appui intéressants, où par exemple en Polynésie, quand vous faites du solaire, vous avez énormément de problèmes pour gérer les systèmes de batterie. Et ça induit plus de problèmes que ça en résout. Et donc dans ces cas-là, il y a des solutions alternatives. Le houlomoteur en est une, l'énergie thermique des mers en est une autre, où on peut être imaginatif pour produire de l'énergie dans ces environnements-là. Mais on voit déjà que sur l'éolien flottant, il a fallu faire un certain nombre de pédagogies, il faut expliquer. Donc là, ça va prendre aussi encore un peu de temps. C'est ce que vous dites, c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. L'avantage, c'est que ça se voit pas. Et peut-être, alors c'est un avantage, mais c'est aussi des fois une... Parce que c'est ce qu'on reproche justement à l'éolien, c'est ouais, qu'on le voit en fait, et c'est ce qu'on lui reproche régulièrement.
Après, nous, c'est quelque chose sur lequel on est très sensible, parce qu'en fait, on se rend compte que notre pays, malgré le fait que c'est la deuxième plus grande ZE au monde, en fait, c'est un pays qui n'est pas tant maritime que ça. En fait, souvent pour les gens, la mer, ça s'arrête au-delà des bouées jaunes, et donc alors qu'on la connaît très très mal, et donc c'est l'occasion d'un certain nombre de fantasmes, de choses qu'on ne connaît pas. Et donc ça, c'est aussi notre métier quotidien de révéler ces choses-là et de partager. Je dis aussi que c'est un point qui est important, c'est que c'est des choses qu'on doit faire... nous, on est très attachés à faire ça d'un point de vue régional, parce que la mer, c'est quelque chose qui doit se partager. Il y a plusieurs usagers de la mer, et les faire travailler ensemble, pour nous, c'est un gage de succès au final. Et de création d'emplois dans les régions aussi, justement. Et quand on parle justement de ce développement de l'éolien, ça a un impact bien évidemment sur la biodiversité. Là aussi, il peut peut-être avoir des réticences. Et vous allez nous parler, nous expliquer justement de ce qu'est l'effet récif, donc la création de nouveaux habitats. Est-ce que ça peut perturber les écosystèmes par le bruit, les câbles? Est-ce que c'est un sujet? Alors c'est certain que dès que vous déployez une activité en mer, vous allez perturber les écosystèmes qui s'y trouvent, spécifiquement par le bruit, parce que même si il y a beaucoup de mesures de mitigation pour limiter le bruit que ces activités ont en mer, ça a un impact sur le milieu. Alors aujourd'hui, sur ce titre-là, je tiens à vous peut-être souligner quelque chose. C'est un travail qui est en cours, qui est porté par donc l'Ifremer et le CNRS. On va rendre en juin une expertise collective qui va faire le bilan de tout l'historique du déploiement de l'éolien en Europe. C'est quand même, maintenant on sait, je veux dire, en France on est un petit peu à la traîne de nos collègues européens, mais quand on regarde nos collègues belges ou allemands ou anglais... Donc là on aura des données comparatives entre différents pays. On aura des données comparatives et on pourra comprendre, on pourra avoir des informations quantitatives sur ce qui se passe. Donc, je ne vais pas vous déflorer les résultats de l'étude qui vont être publiés en juin, mais pour nous, c'est un point important. Alors, pour répondre à votre question, ce qu'on sait, c'est que dès qu'on met des structures en mer, elles tendent à être colonisées. Et ça recrée assez rapidement des habitats. Alors, pour les industriels, souvent, c'est un souci, parce que ça complexifie les structures, ça les rend plus lourdes, ça peut les abîmer. Mais en termes de biologie, on peut montrer quand même qu'il y a des effets... dit des effets récifs, on crée des petits, des nouveaux écosystèmes associés aux structures qu'on met en mer. Et donc ça, c'est quand même une façon surtout qu'en plus on superpose à ça le fait qu'on arrête de pêcher souvent, ça induit Alors la trajectoire que la biodiversité prend dans ce type de structure, c'est quelque chose pour les biologistes de tout à fait fascinant et qu'on commence tout juste à comprendre. Donc c'est un véritable sujet d'étude, mais concrètement, vous arrivez à maîtriser ces contraintes ? Maîtriser, disons qu'on s'attache déjà à les comprendre, c'est déjà beaucoup. Donc une fois qu'on a la compréhension, après on développe en fait une méthode pour s'attacher à d'où le fait de dompter et de passer par la compréhension d'un milieu qu'on ne connaît pas encore suffisamment bien. On a parlé du fait vous parliez de l'importance de recruter dans des régions aussi, ça c'était très important. Il se trouve qu'en plus c'est une filière donc, qui recrute énormément et qui va recruter encore plus d'ici à 2030. C'est vrai qu'en Normandie on voit il y a aussi régulièrement des job dating qui sont faits autour de l'EMR. Ça c'est un argument intéressant aussi pour faire venir des jeunes ingénieurs aujourd'hui qui pourraient peut-être avoir envie de se diriger vers la tech, vers la finance. Qu'est-ce qui va leur donner envie d'aller vers ce génie marine ? Oui, alors, comme vous le savez, je pense en France, on manque d'ingénieurs. Donc, nos diplômés n'ont pas de mal à être recrutés dans de nombreuses filières. Heureusement, ils ne fuient pas trop à l'étranger, c'est ce qu'on a dit ce matin. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est tout. Alors, voilà, nous, on travaille beaucoup à leur permettre d'acquérir une culture internationale et une ouverture culturelle, parce que c'est partie intégrante de leur formation. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font pendant la formation en lien avec l'international. Mais en termes de... Qu'est-ce qui peut attirer les jeunes vers la science, vers une école d'ingénieur, vers le métier d'ingénieur, les métiers d'ingénieur et vers les questions maritimes? Il y a plusieurs choses. La première, c'est la quête de sens. On parlait tout à l'heure de défiance de la science ou de construire une société plus sûre et plus durable. Quand les élèves arrivent à l'école, ils ont envie d'avoir un impact pour la société. Donc, tout ce qu'on vient de dire, ça leur parle. Il y a des tas d'autres sujets, mais en tout cas, celui-là peut leur parler. Il y a un lien très fort avec les écosystèmes de nos deux campus. Donc, l'ENSTA, c'est 2 campus, un campus ici à Paris-Saclay et un campus à Brest. Et de lien avec tous les partenaires. Donc, ça, c'est quelque chose... On a d'ailleurs un centre interdisciplinaire commun
au sein d'IP Paris avec Ifremer, un centre interdisciplinaire mer et océan, donc qui porte bien son nom, vous voyez le lien. Donc pour un jeune diplômé, avoir été dans un environnement académique qui l'a plongé dans un environnement avec des partenaires industriels, des partenaires académiques de ces deux écosystèmes, c'est extrêmement intéressant. Le lien avec les industries, j'en ai parlé. Et pour vous donner une idée, on a ouvert un master qui s'appelle Master of Wind, qui a pour objectif de former des ingénieurs spécifiquement experts des questions d'éolien. Et d'ici à quelques années, on va en diplômer 250 sur cette filière-là. Donc d'énormes perspectives. Donc des perspectives et des perspectives d'emploi, quête de sens et je reviens quand même sur, vous disiez, le lien avec la tech, où les étudiants peuvent être amenés à avoir envie d'aller sur des questions de tech ou de finance. La tech, elle existe aussi. Alors, c'est ce que j'allais dire. Là, si on veut faire de la belle science qui a un impact, alors là, on est servi. On est au cœur des sujets. On peut aller très loin dans la profondeur scientifique. On peut faire des mathématiques appliquées, de l'intelligence artificielle, de la mécanique, des matériaux, et contribuer à un projet d'éolien. Donc là, on est au cœur de la technique, de la science de très très haut niveau. Et je rajouterai un dernier point, c'est qu'en plus, en ayant étudié pendant 3 ans dans un établissement sur ces sujets-là, on est en lien au quotidien avec les chercheurs des laboratoires de l'école, que ce soit à Paris-Saclay ou à Brest, qui travaillent par exemple sur les plaques d'amortissement, donc les systèmes d'éoliens flottants qui permettent d'amortir, c'est le pilonnement, c'est comme ça qu'on appelle. On a des chercheurs qui sont aux premières loges de ces questions-là pour dimensionner ces plaques d'amortissement des éoliennes flottantes. Donc non seulement le génie maritime réunit plein d'expertise, mais en plus de ça, il correspond à cette quête éthique et de sens dont font part souvent cette jeune génération. Vous parliez tout à l'heure de la dualité de l'école, c'est vrai, le civil, le militaire. Est-ce qu'il y a des innovations du côté de la défense navale qui peuvent servir à la société civile ? Alors beaucoup. Alors je vais vous donner un exemple qui est aussi lié au maritime et aussi en partie un peu à l'éolien. Une explosion sous-marine a un impact négatif sur l'ensemble de l'écosystème. Une explosion sous-marine peut venir d'une problématique militaire comme d'une problématique civile. Quand on va positionner les éoliennes et les pieux d'éoliennes en fond sous-marin, il y a des détonations sous-marines. Et donc pour éviter que ces détonations, donc qu'elles viennent du civil ou du militaire, pour éviter qu'elles endommagent l'ensemble de l'écosystème proche, on met en place des bulles, un rideau de bulles qui permet de supprimer l'effet d'onde de choc en fait, par rapport à l'environnement. Un rideau de bulles qui absorbe en fait cette onde de choc. Exactement, qui fonctionne un peu comme un amortisseur par rapport à l'onde de choc. Donc là, typiquement, ce sont des recherches que l'on mène aussi bien avec des partenaires côté militaire qu'avec des partenaires côté civil, puisque la problématique intéresse les deux. Ça, c'est un argument clé aussi finalement pour rejoindre ce secteur, puisque là, ça donne encore une autre notion, c'est intéressant. On parlait de la... Vous vouliez ajouter quelque chose à ça ? Oui, je pouvais rajouter quelque chose sur ce point-là particulier. Il y a 2 points auxquels moi je suis assez attaché. C'est le fait que dans ces activités-là, les activités en mer, c'est toujours compliqué d'avoir accès à la mer. Et on voit que de plus en plus, il y a des choses qui se font avec des robots. On parlait par exemple de la colonisation des structures par des organismes vivants. Une des façons de s'en séparer, c'est de faire du nettoyage avec des robots, d'avoir des robots d'inspection. Donc en fait, tout ce qui est... Et là, c'est vraiment des choses qui sont tout à fait duales, parce que ce dont on a besoin pour un certain nombre d'opérations militaires, on voit que les outils qu'on développe, on peut les déployer dans d'autres contextes pour la maintenance d'un parc éolien. Donc ça, c'est le premier point. Et autre chose qui est très importante, c'est que quand vous déployez un parc éolien, en fait, vous déployez beaucoup d'infrastructures en mer. La plupart du temps, ces infrastructures, elles sont câblées, y compris avec des fibres optiques qui les rejoignent pour faire transiter des données. Aujourd'hui, de plus en plus, ces câbles, ils sont plus utilisés simplement pour transmettre des données, mais ils sont aussi également utilisés comme capteurs pour faire du monitoring du milieu marin. Donc, il y a tout un pan de recherche qui vise à vraiment intégrer ce qui est fait en termes de transmission de données avec les capteurs qu'on utilise pour mieux maîtriser ce qui se passe dans le milieu marin.
Et puis avec la multiplication des sources, ça permet de bénéficier à chaque fois en fait de ces expériences. Vous parliez tout à l'heure aussi de la difficulté en fait qu'on peut avoir à apercevoir ce parc éolien au loin. Enfin, il y a une forme, cette défiance. Les pêcheurs craignent aussi la privatisation des mers. Est-ce que l'Ifremer peut servir à ce titre peut-être de tiers de confiance ou en tout cas permettre de favoriser le dialogue et de résorber ces craintes ? Alors, tiers de confiance, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est certain que c'est un sujet qui nous occupe beaucoup. Alors, déjà, d'un point de vue purement égoïste, je dois le dire. Nous, à Ifremer, on est chargé de l'évaluation des stocks de pêche pour l'État. Quand vous déployez un parc éolien, il y a un certain nombre de zones qu'on observait traditionnellement, en fait, qu'on va impacter très fort, et du coup qu'on pourra même plus observer parce que le parc sera là. Et donc on a des sujets simplement de nos activités qui sont également impactés par ces choses-là. Donc on est au premier plan. Donc ça nous oblige à être imaginatifs. Et nous, notre sujet, c'est de faire en sorte de trouver des solutions pour que, comme je le disais tout à l'heure, on arrive à travailler en bonne intelligence ensemble en mer. Et il y a quand même des bons exemples aujourd'hui où, y compris dans des parcs, on commence à essayer de trouver des moyens de ne pas interdire toute la pêche. Alors il y a certains, nécessairement, vous n'allez pas passer avec un chalut à slalomer entre des éoliennes, mais d'un autre côté, c'est peut-être pas nécessairement une mauvaise chose. Et donc ça permet aussi d'engager la pêche dans une forme de transition qui est plutôt positive. Donc l'amener vers une transition aussi plus écologique et plus responsable. Vous avez à l'Ifremer un mandat d'exploration des grands fonds marins. Ça, c'est comme ça, hein, oui. Ça crée des envieux. Je sais, c'est difficile à dire. Donc nous les travaux, là on parle de complètement autre chose. Hein. Là, on est plutôt parti sur des questions de ressources minérales. Donc nous aujourd'hui, effectivement, on détient pour l'État 2 contrats d'exploration en haute mer, qui sont délivrés par l'Autorité internationale des fonds marins. Nous, ce qu'on y fait sur ces contrats-là, c'est d'essayer de comprendre quelle est, la vraie nature de ces ressources. Est-ce que c'est un fantasme ou est-ce que c'est une réalité ? Et c'est aussi dans ces environnements, comme le disait Valérie Vincent-Delmotte, pour le polaire, les grands fonds, c'est aussi des environnements extrêmement sensibles qu'on ne connaît pas et qui ont vraisemblablement une importance importante pour la régulation du climat. Donc on a des gros sujets de compréhension de ce qui pourrait se passer dans ce type d'environnement. Donc on a des contrats d'exploration, mais aujourd'hui, ce qu'on y mène, c'est principalement des travaux de recherche pour comprendre ce qu'il y a et mitiguer les risques si ça devait arriver un jour. Et justement, pour appréhender ces travaux de recherche et au démarrage, l'éco-conception de la formation, elle est primordiale aujourd'hui. Comment vous l'amenez justement dans votre école ? Comment on sensibilise et on forme les étudiants aux questions d'éco-conception ? Oui, complètement. Alors, on les sensibilise et on les forme à un certain nombre de sujets transverses qui vont de l'éthique, de la connaissance du monde de l'entreprise, aux questions de transition de manière très large, et qui doivent intégrer, en tant que futurs ingénieurs, qu'ils soient d'un métier dans la production, dans la conception, dans l'étude ou la recherche, quand on conçoit un produit ou une solution, on se pose la question de toute sa durée de vie. Du début du projet jusqu'à... Donc c'est intégré de manière assez naturelle dans le cadre de projets que les élèves vont avoir à mener, mais aussi dans le cadre d'études de cas, c'est-à-dire chaque fois que les élèves ont un cours qui peut être assez fondamental en physique ou en mécanique. Il y a beaucoup d'études de cas. Hein. L'idée, c'est qu'on les professionnalise. Pendant 3 ans, on démarre sur des sujets plutôt théoriques pour finalement arriver au fil des années sur des choses beaucoup plus concrètes et les préparer à un métier d'ingénieur. Donc, la conception du puits à la roue, comme on pourrait dire, c'est intégré de manière assez naturelle dans toute la formation. Et quand on parle de la recherche, justement, c'est un temps qui est très long et malheureusement, il faut répondre de façon assez rapide et urgente à certains défis climatiques. Comment on arrive à jongler entre les deux, entre à la fois ce temps long de la recherche et l'urgence que présupposent ces défis ? Alors, la recherche, c'est du temps, c'est effectivement du temps long, mais il y a certaines applications sur lesquelles on travaille. Alors, on sort des domaines de l'éolien, mais avec un certain nombre d'industriels qui sont du temps très long. On parlait de dualité tout à l'heure. Quand on parle de frégates multimissions ou de porte-avions, on est sur de la production industrielle et d'exploitation très très longue. Mais un parc éolien, je ne sais pas quelle est la durée de vie d'ailleurs, mais c'est quand même plusieurs décennies aussi. Donc,
Donc je reviendrai sur la recherche, mais c'est pour faire le parallèle. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de concevoir des systèmes, des parcs éoliens, des frégates multimissions, qui sont des systèmes qui vont être exploités pendant des dizaines et des dizaines d'années, qu'on va devoir maintenir et qu'on va faire évoluer d'un point de vue structurel, design, mais aussi capacité décisionnaire, donc toute l'intelligence artificielle qui va derrière, avec des systèmes numériques qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et tous les incréments difficiles à résoudre, puisqu'en fait, on doit c'est prospectif, mais on n'a pas les données. On doit concevoir ces systèmes comme des plateformes extrêmement ouvertes qui vont pouvoir intégrer au fur et à mesure de l'avancée technologique des éléments nouveaux par itération et qui là permettent de jouer le ton court. Donc c'est cette double échelle, enfin cette multi-échelle qui est fondamentale sur beaucoup de sujets dont on parle, et sur les questions énergétiques en particulier, parce que ce sont des systèmes de production sur le long terme. Et la recherche fonctionne de cette manière-là, c'est-à-dire on se projette sur plusieurs années pour ouvrir une voie scientifique. Quand je dis plusieurs années, le temps caractéristique, c'est 3 ans. C'est une durée de thèse, c'est 3 ans. Donc, c'est une succession de 3 années. Donc, on se projette sur plusieurs thèses, mais en faisant avancer concrètement, année après année, les résultats. Et quand on travaille en lien avec les entreprises, c'est ce qu'on fait aussi au quotidien, c'est ouvrir des voies et des opportunités pour le monde industriel et s'alimenter aussi de problématiques académiques qui sont les ruptures sur lesquelles on travaille. Et si je peux me permettre un dernier parallèle, c'est aussi ce qu'on fait quand on forme des ingénieurs. On les forme pendant 3 ans avec les technologies qu'on connaît aujourd'hui. Et les ingénieurs vont être en activité pendant plusieurs dizaines d'années et vont la jonction entre la théorie et la pratique. En fait. Et eux-mêmes continuer à apprendre en fait. Et est-ce qu'on peut justement, puisqu'on parlait de scénarios prospectifs, imaginer ce que sera ce parc éolien, le nôtre en particulier, d'ici à 20 ans ? Alors ça c'est un point qui est très important et je pense que c'est l'objet, au moins dans les sciences de l'océan, on peut dire d'une révolution des dernières années et qui va se poursuivre dans les années qui arrivent. C'est qu'aujourd'hui, et on a la chance, je dirais, en France et en Europe, d'être un peu au fer de lance de ces affaires-là, c'est aujourd'hui, on est quand même capable de produire des jumeaux numériques de l'océan. Alors, principalement sur les aspects physiques et chimiques. Mais aujourd'hui, et on a une société qui s'appelle Mercator Océan qu'on va transformer en organisation internationale pour faire cela. Et aujourd'hui, cette société, elle est quand même capable de produire des jumeaux numériques de l'océan qui nous permettent justement de tester des scénarios. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça ? Qu'est-ce qui se passe si je fais ça ? Alors aujourd'hui, la frontière... C'est formidable parce qu'en plus, eux ne s'abîment pas, ces jumeaux numériques. C'est l'avantage. Et c'est surtout la meilleure connaissance, c'est la meilleure synthèse à un moment donné de ce qu'on connaît de l'océan. Et aujourd'hui, vraiment, la frontière sur ce type d'outils, c'est d'être capable de faire la même chose sur des questions biologiques. Et donc là, la biologie, il y a encore du travail à faire, mais sur les aspects physiques et chimiques, à l'échelle dont on parle, l'échelle d'un parc éolien, c'est des choses qu'on arrive à faire aujourd'hui. Avant de passer peut-être aux questions, vous venez parler de ces jumeaux numériques et je trouvais ça intéressant de rebondir rapidement avec vous, Estelle. Justement, à l'ère de la simulation numérique, est-ce que ça vaut encore le coup pour les élèves de parler de modélisation en bassin ou en fait de travailler de la sorte, ou est-ce qu'on a, on a l'impression d'être un peu entre deux périodes et il va falloir s'adapter pour passer de l'une à l'autre. Est-ce que c'est pertinent ? Là, je pense que vous abordez la question de la complémentarité ou pas entre la modélisation, le numérique et l'expérimental. Tout n'est peut-être pas possible encore en modélisation numérique, et puis l'expérimental amène aussi autre chose. C'est une complémentarité extrêmement forte. Il n'est pas question de ne pas plus faire d'expérimental au profit uniquement du numérique. Les capacités numériques nous permettent de tester de nombreux scénarios, un peu en masse. Et donc ces modélisations ont besoin d'être validées par l'expérimental. Et inversement, avant de mettre en œuvre une expérimentation ou une infrastructure expérimentale qui coûte de l'argent, avant de la concevoir pour savoir exactement quels sont les paramètres que l'on veut mesurer, ce qu'on veut regarder, on va faire du numérique. Donc c'est dans un sens comme dans l'autre. C'est du numérique pour concevoir l'expérimentation la plus adaptée possible, donc la plus performante et la moins coûteuse, pour ne pas en faire 4 ou 5, n'en faire qu'une, et inversement, utiliser l'expérimental pour valider le numérique. Donc c'est un aller-retour assez permanent entre les deux, pour la recherche et
pour la formation, on forme les ingénieurs à savoir... oui, c'est ça, c'est la même chose dans la formation, le théorique et l'empirique qui se rejoignent. Donc, il ne s'agit pas d'abandonner l'un au profit de l'autre. Est-ce qu'on ne proposerait pas à la salle quand même de prendre la parole et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, car nous avons des micros. Ah, on a une question ici, s'il vous plaît, si on peut donner un micro. Merci. Ah, bah, on prendra, madame, votre question juste après. C'est bon ? On vous entend, mais je crois que le micro ne marche pas. Le sujet, c'était énergie marine renouvelable. Vous n'avez parlé que des éoliennes. C'est marin, mais parce que c'est en mer. Est-ce que ça veut dire qu'on a abandonné l'idée d'utiliser l'énergie des marées? Est-ce qu'on a abandonné l'idée d'utiliser l'énergie des courants? Est-ce qu'on a abandonné l'idée d'utiliser l'énergie de la houle? Alors, on en a un peu parlé de l'énergie des courants et de la houle. Oui. Je peux préciser ce point-là. On n'a pas abandonné l'idée, mais comme je le disais, les chiffres sont têtus. La ressource est quand même beaucoup plus limitée. Alors, sur le houlomoteur, on peut se poser des questions, mais il faudrait quand même mettre des zones très très étendues. Alors, ce dont on n'a pas parlé aussi, il y a aussi des expériences qui sont faites pour des questions de foncier sur du solaire flottant. Voilà, donc il y a de la recherche qui se fait. Nous, à Ifremer, on a un laboratoire commun avec une entreprise qui développe de l'hydrolien, donc pour les courants. Mais en termes de potentiel, il faut reconnaître que le potentiel est quand même bien moindre. Il y avait une autre question aussi, madame, il me semble. Vous avez le micro ? Ça rejoignait tout à fait la question de monsieur. D'accord. Sur les autres perspectives. J'ai entendu parler de tests très positifs, puisque je viens de Bretagne et des Côtes d'Armor. Voilà, je viens des Côtes d'Armor et donc j'avais entendu parler de tests très positifs sur l'hydrolien. Et ce n'est pas suivi des faits, donc voilà, je voulais savoir pourquoi. Merci. Alors, on peut dire un petit mot sur l'hydrolien. Aujourd'hui, dans la PPE qui vient de paraître, donc, il y a une cible sur de l'hydrolien. Quand vous regardez ce qui va être déployé, l'appel d'offres qui devrait être lancé sur le Raz Blanchard, qui est le site le plus énergétique en France, globalement, on va atteindre peut-être 400-500 mégawatts. Donc ça fait un petit champ éolien. Donc voilà, les chiffres sont têtus. Alors c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. Parce que, encore une fois, je pense que dans les systèmes énergétiques, on a été payé pour voir ça, c'est que la diversification, la redondance, c'est utile. Mais c'est simplement une question qu'il faut mettre les bons ordres de grandeur en face. Oui, on l'a évoqué au début, que c'était un peu à la marge, justement. Alors, très rapidement, vous avez le micro. On a 30 secondes. Donc, on parle d'énergie marine et de structures en mer. En fait, on parle de structures côtières sur les éoliennes. Vous l'avez bien dit, l'acceptation sociale du... Pourquoi on est obligé de les mettre aussi près, en fait, des côtes ? Parce qu'il faut les poser sur quelque chose. Et alors, il y a eu des concepts un peu alternatifs de bateaux qui combineraient, qui ne seraient pas ancrés. Mais aujourd'hui, tout ce qui est, alors l'hydrolien, il faut le poser au fond. Donc plus c'est profond, plus c'est compliqué. Et puis il faut du courant. En général, les courants, c'est dans les côtes. Pour tout ce qui est après, si on veut mettre, par exemple, si on revient sur le houlomoteur, à un moment donné, il faut l'ancrer. Et plus on est profond, plus les ancrages coûtent cher, en fait. Spécifiquement sur l'éolien ? Ah oui. Alors, l'éolien, aujourd'hui, la plupart du développement, et quand vous discutez avec les grands industriels aujourd'hui, ils sont quand même très focalisés sur l'éolien posé. L'éolien posé, aujourd'hui, les gens optimistes, ils vont aller à 60 mètres, 70 mètres de fond. Donc très rapidement, on est quand même limité par ça. Après, si on veut s'abstraire de ça, après on doit aller dans l'éolien flottant.
Mais après, on se retrouve avec les systèmes d'ancrage et après des systèmes qui sont extrêmement chers à maintenir. Donc là, il y a un vrai enjeu de dimensionnement. C'est plus un problème économique, en fait. Un problème économique, oui. Entendu. Merci. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir éclairés sur les Merci. perspectives Merci à vous. des énergies marines renouvelables. Merci.